est-ce qu'au fond, il y a, comme vous dites, plusieurs stratégies, dont celle éventuellement, depuis longtemps, de démembrer la Russie? Est-ce qu'il y a ce rêve de démembrement russe, dont on ne parlait pas tellement, mais dans votre livre, vous le racontez, etc. C'est une fiction, c'est une réalité? Non, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Tout ce qu'on observe aujourd'hui a été décrit et j'allais dire, on en a fait un plan d'une certaine manière, ou un concept en tout cas, en 2019. Donc c'est un think tank du Pentagone qui a décrit tout ça. On a un autre livre qui est un livre passionnant qui a été écrit par Richard Nephew, qui était le responsable des sanctions de Obama. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'art des sanctions d'ailleurs, et dans lequel il décrit exactement ce qu'on devrait faire à la Russie. Et c'est exactement ce qu'on observe maintenant. Le problème était que les Américains, pour différentes raisons, pour entrer dans les détails, mais pour différentes raisons, veulent exclure la Russie dans sa forme actuelle de la communauté internationale. Ah oui, de pas qu'il n'y ait pas une Russie, une fédération russe. Exactement. Et ça fait depuis très longtemps qu'on parle de démembrement de la Russie, ou plus exactement, décolonisation de la Russie. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a eu une conférence, je ne sais plus si elle était à Prague ou à Budapest, au mois de juin de cette année, justement sur la décolonisation, le démembrement de la Russie. Donc c'est bien l'objectif. Et c'est important de l'expliquer parce que aujourd'hui, on a un conseiller de Zelensky, enfin aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, un conseiller de Zelensky a tweeté, en substance, il a dit à Josué, il a dit, nous avons déclenché la guerre en Ukraine, ça il l'a dit textuellement, nous avons déclenché la guerre en Ukraine, et c'est donc pas maintenant qu'on va s'arrêter. Mais comment il peut dire nous avons déclenché, puisque tout le truc, c'est les Russes qui sont rentrés quand même. C'est les Russes qui sont entrés, mais je vous rappelle, j'étais déjà venu sur ce plateau pour vous expliquer, suite à une provocation en réalité, il y avait cette idée qui a été confirmée depuis. J'entends aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est bien rendu compte que à partir du 16 février, les Ukrainiens ont fait en sorte... mobilisés pour attaquer le Donbass, pour attaquer au Donbass. Et l'idée, c'était... Alors, le problème était le suivant. En fait, les Ukrainiens ne pensaient pas devoir se battre aussi longtemps. Ils pensaient, parce que c'est ça qu'on leur avait présenté, je pense que là, Zelensky a été trompé par les Occidentaux, mais surtout par les Américains, qui lui ont promis que les sanctions, et le phénomène est décrit par ailleurs, donc c'est pas moi qui l'invente, la masse de sanctions qui devait s'abattre sur la Russie devait conduire à son effondrement presque immédiat. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Bruno Le Maire sur Europe 1. C'est l'idée. Et donc, les Ukrainiens, on leur a dit, voilà, vous provoquez la Russie vous attaque, ce qui nous donne les raisons pour asséner un déluge de sanctions sur le pays. Qui vont les mettre... Et puis qui vont les mettre à plat. Et la victoire, on devrait dire, on n'a pas cherché la victoire de l'Ukraine, mais la défaite de la Russie. Et le changement de régime, Poutine renversé, et le changement de etc. Poutine, exactement. C'est exactement, c'est ça le but. Les sanctions, et ça c'est le livre de Nephew est très très clair là-dessus. Et de nouveau, c'était le conseiller. Aujourd'hui, il est toujours dans l'administration Biden, mais sous Obama, il était responsable des sanctions. Et il a décrit le mécanisme, il a dit le but des sanctions, c'est en fait de créer une insatisfaction dans la population, de façon à la pousser à se révolter contre ces dirigeants. D'abord, il y a un retour à la réalité. Le réel a frappé à la porte. Voilà, c'est exactement ça. Parce que en février, on est parti sur l'exemple de 2014. En 2014, on avait appliqué un certain nombre de sanctions à la Russie. Le cours du pétrole était relativement bas. Quand les sanctions sont arrivées, la Russie a eu un manque à gagner assez considérable et s'est affaiblie davantage. Et puis, les publications que j'ai évoquées tout à l'heure préconisaient de refaire l'expérience, d'aller plus loin, de façon à anéantir complètement la Russie. Et c'est ce qu'on a voulu faire en février, en appliquant des sanctions massives. Le problème est que ces sanctions, elles auraient sans doute été efficaces en 2014, mais en 2022,
à la fin de la crise de la Covid, où déjà, compte tenu des équilibres, enfin d'offres, demande du pétrole, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Le prix du pétrole était déjà très très haut, enfin, et des produits gaziers, de l'énergie étaient très haut. Et quand les sanctions sont arrivées, eh bien en fait, elles n'ont fait que raréfier un produit dont l'offre était déjà surabondante. C'est-à-dire, le pétrole est très très fort, on dit « Ah mais on veut plus de ce pétrole ». Voilà. Et donc on a augmenté l'écart entre l'offre et la demande, et ça a joué en faveur des Russes. Et c'est la raison pour laquelle, je simplifie naturellement le propos, mais je le détaille beaucoup plus dans le livre, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle les Russes, aujourd'hui, en produisant légèrement moins, je dis légèrement moins parce qu'en réalité, tout ce que l'Europe ne veut plus, eh bien, c'est vendu à l'Inde et à la Chine, qui sont des gros consommateurs, qui ne demandaient qu'à consommer davantage. C'est aussi l'Arabie Saoudite. Avec l'Inde. Absolument. Et les importations. Absolument. Et même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite achète du pétrole à la Russie. Et alors, qu'ils revendent à l'Europe. C'est ça qui est amusant. Ils ont négocié, ils achètent le pétrole avec un rabais aux Russes et ils revendent ce pétrole aux Occidentaux au prix fort. Donc on reçoit du pétrole russe à travers l'Arabie Saoudite qui nous coûte le prix maximum. Alors Cocu battu et content. Exactement. C'est magnifique. Ouais. On a vraiment tout faux. Et donc la Russie aujourd'hui a des gains. Je crois que Bloomberg l'autre jour a fait un article dithyrambique sur l'économie russe, disant que l'économie russe est florissante. Le rouble d'ailleurs est très haut. Le rouble est très fort. D'ailleurs, c'est le problème des autorités russes, alors qu'en Europe, on élève les taux directeurs, les taux d'intérêt pour pouvoir juguler l'inflation. C'est le mouvement exactement inverse en Russie, où on essaye d'abaisser les taux parce que le rouble est trop fort et on essaye de l'affaiblir. Il y a une sorte de sprint avant le final aux États-Unis de Joe Biden et son administration pour pas donner l'impression qu'on est dans la situation de l'Afghanistan l'année passée. Et donc on est un petit peu dans une sorte de il s'aperçoit fuite en avant. Il y a la fuite en avant d'un côté, et les militaires qui savent ce que ça coûte la guerre, ils savent beaucoup mieux que les civils, que les politiques, et donc ils veulent rééquilibrer. Ils veulent rééquilibrer, et on s'aperçoit aussi qu'il va y avoir des conséquences, parce que déjà, et c'est intéressant, parce que déjà, les rapports que j'ai évoqués tout à l'heure de la Rand Corporation sur l'idée de faire des sanctions, donner des armes à l'Ukraine, etc., tout ça a été déjà écrit en 2019. Mais déjà, ces rapports disaient il faut faire attention avec l'Ukraine parce que c'est un pays corrompu et il n'est pas du tout sûr que les armes aillent aux militaires. Aujourd'hui, c'est les militaires américains qui sortent exactement cet argument-là. Et Jacques Beau, vous nous parliez aussi, d'ailleurs c'est dans votre livre, et vous dit, c'est la guerre nucléaire. Comme vous le savez, nous allons avoir, nous en parlerons bientôt dans les prochaines émissions, le problème de l'électricité en France et en Europe, et Dieu sait si ça va se poser dans les prochains jours, semaines ou mois. Mais vous disiez que 40% de la fabrication, enfin de l'enrichissement par du nucléaire est russe. C'est énorme. Les Russes ont une sorte de, enfin c'est pas tout à fait un monopole puisqu'ils ont 40% du marché de l'enrichissement du combustible nucléaire pour les centrales nucléaires dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc la dépendance que nous avions à l'égard du pétrole. D'ailleurs, il faut bien se dire, c'est pas une dépendance vis-à-vis de la Russie, c'est une dépendance vis-à-vis de l'énergie en réalité. Parce que or l'économie c'est l'énergie. Le truc c'est que lorsque nous allons, au lieu de nous approvisionner en Russie, on va s'approvisionner ailleurs, on sera dépendant de cet ailleurs. Bien sûr. Pas donc, on fait que repousser le problème. Comme j'ai dit toujours, le meilleur moyen d'éviter de se trouver pris dans un embargo, c'est d'avoir de bonnes relations avec les gens. En réalité, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et là, parce qu'il y a le nucléaire, mais il y a aussi un gaz dont on parle assez peu, c'est le néon. Le néon, c'est pratiquement, maintenant j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est presque un monopole de la Russie et de l'Ukraine d'ailleurs, mais la Russie elle est en train de prendre les régions qui traitent ce néon. Le néon est un gaz qui est indispensable pour graver les microprocesseurs. Ah d'accord, oui. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que si un jour le robinet du néon se fermait,
on ne produit plus de microprocesseurs du tout. Nulle part. Nulle part. D'accord. Donc la dépendance est quand même extrêmement forte. Enfin, c'est exactement ça. Nous sommes des sociétés technologiques qui sont dépendantes non pas d'un pays ou de deux ou de trois, mais dépendantes de l'énergie. C'est ça. C'est ça en réalité. C'est ça. Et si on regardait les choses sous cet angle-là, on prendrait sans doute probablement des décisions plus raisonnables. Voilà. Si tant est que la raison joue encore un rôle dans certaines têtes, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Effectivement. Si on se réfère à ce qu'on a appelé la doctrine Wolfowitz, qui a été écrite ou élaborée au début des années 90, eh bien, on sait que les Américains ont peur d'une puissance européenne cohérente et qui pourrait les défier, si vous voulez. Et ils ont peur, alors juste un mot, parce que c'est vrai que c'est un grand débat et c'est difficile de trancher. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce que c'est, bon, l'Europe, ça nous intéresse plus, ça nous intéresse comme pour nous servir d'opération avec l'Ukraine et compagnie, ou ils ont vraiment peur d'une Europe unie? Et en quoi? Le terme peur est peut-être un peu exagéré, mais il faut comprendre que au début des années 90, les Américains, après la première guerre du Golfe, se sont sentis tout puissants. Et tout d'un coup, ils se sont sentis vraiment les maîtres du monde. Et ils ont dit c'est un avantage considérable de pouvoir imposer nos conditions dans le domaine économique, politique, dans tous les domaines. C'est nous qui donnons le là au monde. Et donc, à partir de ce moment-là, et les débuts des années 90, c'est le moment où l'Europe se construit. J'entends matériellement, exactement. Et là, les Américains ont tout fait. Déjà, vous avez évoqué l'Allemagne tout à l'heure, madame, et c'est tout à fait juste. Les Américains ont toujours eu peur que l'Allemagne devienne trop importante en Europe et devienne trop importante ou devienne un partenaire trop important de la Russie. Depuis, déjà dans la guerre froide, vous savez, les Russes fournissent du gaz depuis les années 60, sans jamais aucun accroc. Et les seuls accrocs qu'il y a eu, les seuls arrêts de livraison qu'il y a eu, c'était parce que Reagan avait autorisé de saboter les pipelines qui allaient vers l'Allemagne. Parce qu'il ne voulait pas que la relation entre la Russie, enfin l'URSS à l'époque, et l'Europe se développe de manière harmonieuse. Il ne voulait pas d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme un certain général. Comme je voulais général de Gaulle, et comme l'a reproposé Gorbatchev par la suite. Donc il y a effectivement, les Américains font tout pour écarter les concurrents. On pourrait dire ça comme ça. C'est la même chose d'ailleurs qu'ils font avec la Chine. Hein. On est exactement sur le même registre.